Ravi de vous retrouver dans cette grande session d'information. Bienvenue sur Gabon 24. Et tout de suite, les titres. Au Gabon, le ministre de la Jeunesse et des Sports a réceptionné ce jeudi à Port-Gentil, dans l'ouest du pays, les infrastructures sportives devant accueillir la Coupe d'Afrique des Nations 2017 qui arrive à grands pas. Nous irons en RDC où il y a 30 ans, il avait disparu des rues de Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo. Le facteur est de retour en raison de la réhabilitation de la poste. Et puis, détour dans les savanes africaines avec la situation alarmante des girafes qui ont perdu 40% de leurs effectifs ces 30 dernières années et sont désormais classées vulnérables et menacées d'extinction. Voilà pour le fil conducteur de cette grande session. Madame, Monsieur, voici votre journal. Et nous l'ouvrons avec la page du Gabon. Tout d'abord, dans la suite de sa visite économique en Chine, Ali Bongo Ondimba a pris part au forum économique sino-gabonais tenu ce jeudi à Beijing, forum au cours duquel les ministres gabonais en charge de l'économie et du commerce ont signé des accords d'investissement avec des grandes entreprises chinoises. Les détails avec nos envoyés spéciaux, Lariska Lormamengi et Bertin Osaga. Présenter les opportunités d'affaires au Gabon, signer des accords de partenariat et de coopération, c'est l'objet de ce forum sino-gabonais, organisé ce jeudi à Beijing en Chine. Nous avons également pu avoir l'opportunité de signer des accords pour le développement de la fibre optique et nous poursuivre parce que de toute façon, le développement de nos services, le Gabon des services passe justement par ce canal-là. Nous avons également pu signer des accords pour certains projets de construction dans le domaine de l'énergie, dans le domaine des infrastructures. Et donc, c'est un partenariat que nous estimons prospère et qui devrait pouvoir nous donner des résultats assez concluants. C'est que le Gabon est ouvert pour le business. Le Gabon, c'est la meilleure porte d'entrée et de sortie de l'Afrique centrale. Le Gabon, c'est le meilleur hub. Et les entreprises chinoises ont compris ce message. Donc beaucoup sont intéressés à pouvoir investir directement au Gabon. La preuve, c'est que dans ce cadre, les deux chefs d'État ont eu à convenir de créer au Gabon des zones économiques spéciales industrielles qui sont dédiées principalement aux entreprises chinoises. Ça signifie avec comme focus la transformation. Nous sommes satisfaits quand nous regardons le nombre de protocoles d'accords qu'on a signés et surtout le changement de stratégie. Plus de 170 entreprises chinoises issues de 21 secteurs d'activité dont les infrastructures, l'énergie, le bois et les nouvelles techniques de l'information et de la communication ont pris part à ce forum économique. Une représentation qui montre l'engouement des opérateurs économiques chinois à investir au Gabon. Après la tenue du forum économique sino-gabonais, Ali Bongo Ondimba a reçu en audience plusieurs chefs d'entreprise en vue de ficeler les projets d'investissement et les possibilités de prospection sur place au Gabon. Lariska Lormamengi, Bertin Osaga. Star Times, Huawei, China Engineering Consulting, des entreprises chinoises parmi tant d'autres, qui ont été reçus en audience par le président gabonais Ali Bongo Ondimba à Beijing. En toile de fond, présenter des projets d'investissement et d'accompagnement pour le développement de plusieurs secteurs d'activité au Gabon. L'objectif de cette rencontre, c'est pour déjà montrer au chef de l'État, à toute la délégation, que ce que nous avons fait, ce que nous avons réalisé les toutes dernières années, et puis aussi pour discuter, pour voir avec eux si, entre autres, dans le plan BGE, est-ce qu'il y a d'autres secteurs, il y a d'autres opportunités qu'on puisse leur apporter notre modeste contribution. Dans le domaine des infrastructures, la construction des centres de formation dans 3 villes du Gabon est en gestation, ajoutée à la formation des jeunes Gabonais aux métiers d'avenir. Nous avons un projet de 3 centres de formation professionnelle au Gabon, un à Nkok, à Bangui et à Tchingué. Y compris beaucoup de filières, y compris les mécaniques, y compris les menuiseries bois, y compris aussi les génies civils, etc. Le président, il voit bien que notre travaux qui lancé très rapidement à Libreville, Nkok. J'espère que ce projet ça peut former beaucoup de jeunes Gabonais et à la capacité de travail. Ces audiences interviennent quelques heures seulement après la signature de plusieurs accords de partenariat entre les opérateurs économiques chinois et le Gabon.
Signature de contrat en Chine, signature de contrat au Gabon avec des investisseurs chinois. Le vice-premier ministre en charge de l'habitat a signé dans son cabinet à Libreville un contrat avec l'entreprise chinoise China First Highway Engineering pour la construction de 5000 logements dans la capitale gabonaise. En témoigne ce regard de Sibyl Mengue, Joël Tatou. Alors que le chef de l'État gabonais se trouve en visite d'État en Chine, pour le vice-premier ministre en charge de l'habitat, c'est un honneur de signer au nom du gouvernement un protocole d'accord avec l'entreprise chinoise China First Highway Engineering pour la construction de 5000 logements. Bruno Ben Moubamba se félicite d'avance de la qualité du partenariat car cette entreprise a déjà fait ses preuves dans l'arrière-pays. J'ai moi-même pu observer de visu votre expertise. Grâce à vous, il y a désormais une route de Chibanga, en tout cas depuis la sortie de la Nationale 1 jusqu'à Mouara, au bord de la Nyanga. Avant d'entrer à Agamba, on peut aller par la route, goudronner une route de grande qualité. Il ne s'agit pas seulement de construire des logements sociaux, mais aussi d'accompagner des Gabonais à combler leur déficit en logement. Mais avant le lancement des travaux, il y a d'abord des travaux préalables et l'État gabonais devrait participer à hauteur de 15%. Ça, dans les protocoles, on discutait. Pour le moment, l'État il va préparer 15% du montant global. Mais pour le moment, le montant, ce n'est pas sûr, parce qu'on ne peut pas commencer les études de faisabilité. Sans la faisabilité, on ne peut pas connaître le montant total, c'est combien? À la veille du Forum économique sino-gabonais, la deuxième puissance économique du monde est présente au Gabon à travers une trentaine de sociétés et a vu le volume de ses échanges commerciaux multiplié par 5 ces 8 dernières années. Désormais, la relation sino-gabonaise s'inscrira dans le cadre d'un partenariat de coopération globale. À peine publié au Gabon, le nouveau code de la communication suscite déjà des appréhensions au sujet de la liberté de la presse malgré la dépénalisation des délits de presse. Invité de la matinale de Gabon 24 ce mercredi, le ministre d'État en charge de la communication a éclairé l'opinion sur la notion de responsabilité partagée. Les détails avec Jamila Bengman. Le nouveau code de la communication dépénalise le délit de presse. Toutefois, il établit une co-responsabilité de l'ensemble des acteurs du processus de production de l'information, du journaliste à l'éditeur, de l'imprimeur au diffuseur, quand l'ancien code rendait seul responsable en cas de délit le directeur de publication. Cela pose un problème de censure, parce que derrière ces dispositions se cache des velléités de vouloir censurer la presse. Pour le ministre d'État en charge de la communication, le texte est clair, chacun devra répondre de ses actes de façon individuelle. S'agissant de la responsabilité, elle n'est pas collective. Il y a d'abord la responsabilité du journaliste, qui est responsable de ses écrits, qui est responsable de l'information qu'il met à la disposition du public. Il en est le premier responsable. Ensuite, pour un certain nombre de questions, on va aller interroger donc sur des questions, par exemple, d'atteinte aux bonnes mœurs. Si un journal décide de publier des photos de nus, c'est la liberté du journaliste de publier ces photos de nus. La liberté de l'éditeur. Mais est-ce que l'imprimeur également, qui connaît la loi dans le domaine, doit également imprimer des photos de nus lorsqu'on sait que c'est interdit par la loi? C'est un exemple que je prends. Donc c'est plus une responsabilité collective. Chacun est responsable des actes qu'il pose. Le nouveau code de la communication désormais en vigueur a été depuis quelques années une demande pressante des journalistes gabonais face au manque de l'ancienne loi qui ne prenait pas en compte les médias en ligne par exemple. L'actualité au Gabon, c'est aussi cet échange musclé entre les lycéens. Et pour en savoir davantage, Ousmane Bina, notre rédacteur, est sur place. Ousmane Bina, bonsoir. Bonsoir Mireille. Alors, vous êtes sur le lieu où s'est produit des échauffourées ce jeudi à Libreville entre les élèves précisément du lycée technique et ceux du collège Jean-Hilaire Obam. Qu'en est-il exactement? Vous l'avez dit, tout part d'un téléphone portable entre deux élèves du lycée technique national Omar Bongo et Jean-Hilaire Obam Yégué dans le 6e arrondissement de la capitale gabonaise.
Ce jeudi précisément, à 16h, heure locale, une vingtaine d'élèves du lycée technique national Omar Bongo, visiblement surexcités et armés de projectiles, ont usé de cocktails Molotov dans l'enceinte du lycée Jean-Hilaire Obam Eyégué, théâtre des affrontements cet après-midi. Lors de notre arrivée sur les lieux, des élèves de classe de 5e et 4e, Christian Metoulé et Alexandre Benga, grièvement blessés. Pendant ce temps, d'autres ont été transportés au centre de santé de Nzengayon pour y recevoir des soins. La police du quartier éponyme a procédé à l'interpellation de 15 élèves du lycée technique national Omar Bongo. Le ministre de l'Éducation nationale sur les lieux a rassuré le corps administratif et les quelques parents d'élèves présents que des dispositions seront prises pour assurer la sécurité dans cet établissement. Et pour être un peu plus précis, Ousmane Bina, dans cette bagarre, on parle déjà des blessés et de quelques interpellations. Pouvez-vous nous en dire un peu plus là-dessus ? De sources concordantes, le ministre de l'Éducation nationale promet tenter donc des actions en justice pour que la manifestation de la vérité soit au rendez-vous ou encore pour que les présumés auteurs puissent répondre de leurs actes, car il l'a dit, il n'est pas normal que dans des établissements scolaires, autant pour moi ce genre d'affrontement ou de comportement puisse être au goût du jour, et toutes les dispositions, comme je l'ai dit, vont être prises par le ministre de l'Éducation nationale. Et déjà, on nous annonce l'arrivée dans les toutes prochaines heures des forces de sécurité pour quadriller, pour assurer véritablement la sécurité tout au long de cette nuit. Ousmane Bina, merci pour toutes ces précisions. Merci. Et bien entendu, Gabon 24 surveillera pour vous l'évolution de cette actualité. Et nous poursuivons avec cette note de sport. Le ministère de la Jeunesse, des Sports et des Loisirs a réuni près d'une cinquantaine des présidents et secrétaires généraux des associations de la jeunesse de Libreville ce mercredi. Objet de la rencontre, se préparer sur les activités portant sur l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations 2017. Le reportage de Bienvenue Nelkem, Texaki Gassam. Comment pensez-vous participer à la CAN qui est la fête du football ? C'est par cette question que Nicolas Sellé, ministre de la Jeunesse, des Sports et Loisirs, a débuté son échange avec les présidents et secrétaires généraux des associations de la jeunesse, présents mercredi à La Réunion, qu'elle a présidé dans le cadre des préparatifs de la Coupe d'Afrique des Nations. Nous sommes dans un département qui gère aussi bien le sport que la jeunesse, les loisirs et la vie associative. Nous avons un grand événement qui est la CAN de football. Donc le département entier doit se sentir concerné. Il faut commencer à mettre un peu de fièvre dans cette attente de la CAN. Il n'est jamais trop tard pour bien faire. Il n'est jamais trop tard pour bien faire. Nous avons pris le temps, ok, mais je pense que les jeunes sont prêts et nous allons nous mettre sur le terrain. Les jeunes représentants 49 associations présentes à cette réunion ont proposé plusieurs activités, dont l'installation des écrans géants dans des carrefours, la distribution des billets pour accéder au stade, une campagne de sensibilisation dans des quartiers afin que les populations s'approprient l'événement qu'est la CAN. Avant Noël, chaque association de jeunesse devrait avoir déposé sa proposition au ministère de la Jeunesse. Et la page du Gabon se referme une fois de plus avec le ministre de la Jeunesse et des Sports qui s'est rendu ce jeudi à Port-Gentil, dans l'ouest du Gabon, pour visiter et réceptionner les infrastructures sportives construites pour accueillir justement cette Coupe d'Afrique des Nations. Gaël Mapessi, Alexandre Kogé. Se rendre compte de l'avancée des travaux du stade, réceptionner les clés des infrastructures sportives construites pour la Coupe d'Afrique des Nations 2017. Telle a été la raison de la visite qu'a effectuée le ministre de la Jeunesse et des Sports ce jeudi dans la capitale économique du Gabon. Pour le docteur Nicolas Sellé, il y a de quoi être satisfait. C'est un sentiment d'abord de satisfaction parce que c'est un bijou, il faut le dire. Et nous avons plus les clés, comme vous le dites. Nous venons de les remettre au CAN qui va continuer l'œuvre que nous avons commencé en janvier 2015. Maintenant, il s'agit d'organiser l'événementiel et la manifestation. C'est du ressort maintenant du COCAN. Même si certains détails techniques restent à faire, le coordinateur de l'Agence nationale des grands travaux présent sur les lieux rassure. Aujourd'hui, l'infrastructure est prête à 95%.
Le gap, pour ne pas faire les 100%, ce n'est simplement que 100%, c'est avec le mobilier. Donc nous avons le mobilier qui est en cours d'acheminement sur le Gabon. Et d'ici la semaine prochaine ou l'autre, il devra être installé, nous serons à 100% et le stade pourra être sereinement utilisé. Dans la ville du Sable, chacun s'active pour la réussite du 3e plus grand événement sportif mondial après la Coupe du Monde et la Coupe d'Europe des Nations. Poursuivons avec la page Afrique qui s'ouvre en Tunisie où c'est justement ouverte ce jeudi le Congrès national contre la corruption à Gamart dans la banlieue de Tunis. Le récit de Lardi Guemamba. Le Congrès national de lutte contre la corruption s'est ouvert ce 8 décembre 2016 et se poursuivra jusqu'au 9 décembre à Tunis, sous le thème « Unis contre la corruption, en faveur de la croissance, de la paix et de la sécurité ». Nous considérons ce jour comme un jour historique car il concrétise une volonté politique nationale et non pas gouvernementale pour combattre la corruption. Ce document est un document important, un document de référence. Il n'y a pas seulement des slogans, mais des engagements concrets de la part des différents partis nationaux. Cet événement qui intervient à l'occasion de la Journée internationale de lutte contre la corruption a vu la présence de plusieurs personnalités tunisiennes, aussi bien de la société civile que politique, et la présence des organisations internationales qui œuvrent contre la corruption. La charte qui va être signée demain par le gouvernement tunisien est un engagement pour mettre en œuvre un arsenal de mesures pour lutter contre la corruption et renforcer la bonne gouvernance et l'intégrité en Tunisie. Demain, vendredi 9 décembre, sera présentée la stratégie nationale de bonne gouvernance et la lutte contre la corruption et son plan d'action opérationnel allant de 2017 à 2018. Direction le Ghana, après le déplacement des Ghanéens dans les bureaux de vote mercredi, place à présent au comptage des voix. Selon la commission électorale, les premiers bulletins de vote dépouillés au Ghana laissent prévoir ce jeudi un résultat particulièrement serré entre le président sortant John Dramani Mahama et son principal rival Nana Akufo-Addo. D'après le premier résultat, le président sortant serait légèrement en tête. Marina Mendeman. Les résultats préliminaires de la présidentielle de mercredi dans 6 des 275 circonscriptions du pays donnent au président John Dramani Mahama une très légère avance avec 62 930 voix contre 62 220 pour le leader du nouveau parti patriotique Nana Akufo-Addo. Ces premiers bulletins de vote dépouillés au Ghana laissent prévoir un résultat particulièrement très serré entre les deux candidats. Toutefois, ces résultats peuvent avoir été piratés car le site de la commission électorale ne fonctionne pas. C'est donc sur Twitter que l'instance électorale publie les premiers résultats affirmant qu'une double vérification doit avoir lieu compte tenu de possibles bourrages d'urnes dans certains bureaux de vote. Réputé pour sa qualité pacifique et démocrate de l'Afrique subsaharienne, ici, la fièvre électorale a envahi le reste du pays. Les Ghanéens attendent avec ancienneté ces résultats qui devraient tomber au plus tôt ce jeudi soir, au plus tard samedi prochain. Une présidentielle qui se joue sur fond d'accalmie avec deux principaux candidats. John Dramani Mahama, candidat du nouveau Congrès démocratique, figure charismatique et réputée comme proche du peuple, se présente à sa propre succession et a promis poursuivre le développement des infrastructures dans le pays. Nana Akufo-Addo, quant à lui, se présente pour la 3e fois à la présidentielle pour le NMPP. Il espère récupérer les voix des déçus du premier mandat de John Dramani Mahama, notamment pour sa politique économique et les scandales de corruption de ces dernières années. La croissance économique du Ghana pour 2016 est estimée à 3,3%, la plus faible en 20 ans. Le facilitateur dans la crise burundaise, l'ancien président tanzanien Benjamin Mkapa, est arrivé à Bujumbura mercredi pour une visite de 3 jours dans le pays en vue de relancer un dialogue inter-burundais en panne depuis des mois. Retrouvons Marina Mendeman. Venu sur invitation de la présidence burundaise, l'ancien président tanzanien Benjamin Mkapa doit s'entretenir ce jeudi avec le président Pierre Nkurunziza. Objectif de cette rencontre, relancer le dialogue entre le parti majoritaire et la classe de l'opposition du pays, certains en exil depuis un moment. Au-delà de cet entretien, avec Pierre Nkurunziza, l'ancien président tanzanien doit également rencontrer les partis et acteurs politiques restés au Burundi, la société civile, ainsi que des représentants des confessions religieuses et de la communauté internationale. Dans cet échange, Benjamin Mkapa doit pouvoir convaincre le président Pierre Nkurunziza et son parti d'accepter de négocier avec l'opposition. Nkurunziza devrait également rappeler aux facilitateurs que le gouvernement burundais refuse de s'asseoir à la même table que l'opposition en exil et l'accuse d'être derrière une tentative de putsch qui a eu lieu en mai 2015 et les violences actuelles.
Il lui demandera également de convaincre l'opposition de cesser de jouer les prolongations et de se préparer à l'échéance électorale de 2020. Pour rappel, le Burundi est plongé dans une grave crise depuis la candidature en avril 2015 de Pierre Nkurunziza à un troisième mandat controversé et son élection en juillet dernier. Les violences ont fait plus de 500 morts et poussé plus de 300 000 personnes à quitter le pays. À noter que Benjamin Kappa vient au Burundi après avoir rendu public une feuille de route qui prévoit des consultations avec tous les protagonistes de ce conflit qui devrait se conclure par un accord politique en juin 2017 au plus tard. Je vous le disais en titre, le postier est de retour dans les rues de Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo, après plus de 30 ans d'absence. En faillite, la société congolaise de poste et de télécommunications ne payait plus ses employés et avait abandonné sa mission de livraison du courrier. Le reportage. Il n'était pas passé depuis plus de 30 ans. Le postier de Kinshasa a repris sa tournée, interrompue par la faillite de la société congolaise de poste et de télécommunications. Certains jeunes n'ont même jamais vu un facteur de leur vie. Depuis que je suis née, auparavant, j'attendais mes parents parler de cela. Par contre, moi, je n'ai pas eu cette occasion de recevoir des courriers par la poste. C'est une première. C'est ça. Réanimés par une nouvelle direction, les locaux de la poste congolaise reprennent vie. Pendant plus de 6 ans, les 1300 employés ne recevaient plus de salaire. Alors, ils venaient se payer en prenant les objets de valeur dans les colis et les rares courriers livrés. Parce qu'il y avait des irrégularités au niveau du travail. Et souvent, les colis n'arrivaient pas ou bien les courriers se perdaient comme ça, on ne savait pas, il n'y avait pas de traces. Et les clients ne nous faisaient plus confiance. Encore endettés, la Poste se lance à la reconquête de ce marché, longtemps abandonné aux sociétés privées. Elle compte sur la densité de son réseau pour étendre ce service courrier dans les grandes villes du pays. Nous avons relancé la machine, les plans d'acheminement, les nouveaux accords signés avec les transporteurs. Nous avons réhabilité des bureaux de poste un peu partout. Même quand ce n'est pas encore réhabilité, le postier, lui, est déjà engagé dans une nouvelle aventure. Si le postier est bien de retour, il faudra maintenant reconquérir la confiance des Congolais après des décennies de dysfonctionnement. Et pas en reste les actualités hors du continent. Tout d'abord en France, l'ex-ministre du Budget, Jérôme Cahuzac, qui avait des comptes cachés à l'étranger, a été condamné ce jeudi à Paris à 3 ans de prison ferme sans aménagement de peine pour fraude fiscale et blanchiment, ainsi qu'à 5 ans d'inéligibilité. Andy Tungi s'en fait l'écho. L'ancien ministre du Budget Jérôme Cahuzac, qui avait des comptes cachés à l'étranger, a été condamné jeudi à Paris à 3 ans de prison ferme, sans aménagement de peine, pour fraude fiscale et blanchiment, 4 ans après avoir déclenché le plus retentissant scandale de la présidence Hollande. L'ancien héros de la lutte contre l'évasion fiscale s'est également vu infliger une peine de 5 ans d'inéligibilité. Il va faire appel de ce jugement, a annoncé son avocat Jean Vell. Il est important que le tribunal ait donné une réponse forte et argumentée à des faits dont j'espère que de plus en plus nous ne les verrons plus reproduire. À l'énoncé de la peine, Jérôme Cahuzac, 64 ans, est resté immobile, comme écrasé par ce jugement, qui a sanctionné une volonté constante, réitérée et renforcée de dissimuler ses avoirs, et correspondent en tout point aux réquisitions du ministère public. C'est un signal pour les fraudeurs et le tribunal a parlé d'ingénierie, donc ceux qui effectivement participent aux opérations de dissimulation, d'évasion et de blanchiment de la fraude fiscale. Le tribunal a sanctionné une faute pénale d'une exceptionnelle gravité de la part d'un homme qui incarnait la politique fiscale de la France et s'est enraciné dans la fraude, a expliqué le président de la 32e chambre correctionnelle. Son ex-épouse, Patricia, 20 ans d'ancrage dans la fraude, a été condamnée à 2 ans de prison ferme. 10 ans après l'entrée de la Roumanie dans l'Union européenne, soit le 1er janvier 2007, son économie roule à 2 vitesses. Elle a connu une croissance fulgurante, mais de nombreuses communes rurales restent marquées par l'extrême pauvreté et des infrastructures quasiment inexistantes. Le reportage. Cet entrepreneur roumain soufflera bientôt les 10 bougies de sa fabrique de mobilier design. Un business qui a largement bénéficié de l'adhésion de la Roumanie à l'Union européenne en 2007.
Ce nouveau statut a notamment facilité l'installation dans le pays de fournisseurs de matières premières indispensables à son entreprise. Nous avons travaillé avec la plupart des grandes compagnies qui ont ouvert des bureaux en Roumanie. On a créé le mobilier pour leur réception. Nous sommes aussi entrés un peu sur les marchés externes. Cela fut une aide extraordinaire d'adhérer à la communauté européenne, car nous avons eu cette ouverture vers un vaste marché. Aujourd'hui, les ventes de sa société s'élèvent à 1 million d'euros par an. À l'aube d'un premier bilan, après une décennie au sein de l'Union européenne, certains indicateurs sont encourageants. Les investissements étrangers directs ont presque doublé et le PIB est passé de 98 milliards à 158 milliards d'euros entre 2006 et 2015. Mais cette réussite cache une réalité plus contrastée. Le salaire moyen s'élève à peine à 470 euros par mois et un Roumain sur 4 vit dans la pauvreté, selon les statistiques. L'adhésion à l'Union européenne a coïncidé avec le début de la crise économique. Et tous ceux qui espéraient que du jour au lendemain on allait vivre comme en Allemagne ont été déçus. Les Roumains ont également connu des réformes douloureuses. L'industrie héritée du régime communiste a dû être restructurée et des mines de charbon non rentables ont été fermées. Mais le pays a aussi bénéficié de fonds communautaires de l'Union européenne. Le village de Racoassa, situé dans une des régions les plus pauvres d'Europe, a ainsi pu construire une école maternelle moderne et un centre culturel. Une première étape importante dans une série de projets que souhaite mener à bien le maire du village. On veut réhabiliter une route forestière. Puis l'école a besoin d'une rénovation totale. On doit mettre en place le réseau d'eau et d'égouts. Il y a beaucoup de besoins et nous espérons toucher des fonds européens. À l'image du gouvernement roumain, le maire de Racoassa espère que l'amélioration des infrastructures et la création d'emplois pourraient, à terme, permettre le retour au pays de 3 millions de Roumains partis chercher une vie meilleure en Europe ou ailleurs. Et pour finir, tel qu'annoncé à l'entame, les girafes qui ont perdu 40% de leur effectif ces 30 dernières années sont désormais classées vulnérables et menacées d'extinction, a alerté ce jeudi l'Union internationale pour la conservation de la nature. Le récit d'Andy Tungi. Les girafes qui ont perdu 40% de leur effectif ces 30 dernières années sont désormais classées vulnérables et menacées d'extinction, a alerté jeudi l'Union internationale pour la conservation de la nature, UICN. La population du plus grand animal terrestre a chuté en dessous de 100 000 en 2015, essentiellement du fait de menaces sur son habitat et du braconnage, souligne cette organisation de référence qui, via les listes rouges, suit l'état des espèces animales et végétales dans le monde. Désormais, les girafes jusqu'ici considérées comme peu menacées figurent sur la liste des animaux vulnérables. Premier niveau, les classant ainsi à risque d'extinction. Sur 9 espèces différentes, 3 se portent bien, l'une est stable, mais les 5 autres connaissent un net déclin, selon ce rapport publié au Mexique en marge de la conférence de l'ONU sur la biodiversité réunie à Cancun. Le rappel des titres avant de refermer cette grande session. Au Gabon, le ministre de la Jeunesse et des Sports a réceptionné ce jeudi à Port-Gentil, dans l'ouest du Gabon, les infrastructures sportives devant accueillir la Coupe d'Afrique des Nations 2017 qui arrive à grands pas. Nous étions en RDC où il y a 30 ans, il avait disparu des rues de Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo. Le facteur est de retour en raison de la réhabilitation de la poste. Et puis dans cette session, nous avons fait un détour dans les savanes africaines avec la situation alarmante des girafes qui ont perdu 40% de leur effectif ces 30 dernières années et sont désormais classées vulnérables et menacées d'extinction. Voilà, Madame, Monsieur, tout ce qui a retenu notre attention pour cette grande session d'information au nom de toute l'équipe. Merci pour votre fidélité. L'information continue sur Gabon 24, mais en attendant que je vous revienne sous peu, n'oubliez surtout pas que quoi qu'il arrive entre-temps, gardez le sourire. Au revoir.